bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Louis Berthet, porte-parole et conseiller technique de la CFE-CGC. C'est aussi un policier syndicaliste que vous connaissez très bien à la Martinique, puisqu'il nous fait l'honneur de venir régulièrement sur le plateau de Zoc Télévision. Bonjour Louis Berthet, comment allez-vous? Bonjour, ça va, je suis là. Bonjour la Martinique. Avec toutes les grèves, ces 12 semaines, ces 12 journées de grève concernant la retraite, est-ce que ça vous donne beaucoup plus de travail? Oui, parce qu'il y a des personnes qui me connaissent sur ma responsabilité au sein d'Alliance Police Nationale, mais Alliance Police Nationale, et comme les autres syndicats, nous avons une maman. Et la maman, c'est la CFE-CGC, la Confédération Générale des Cadres. Et donc, je fais partie, je suis le porte-parole et également conseiller technique. Donc, ce qui fait que pendant les grèves, c'est cette casquette-là que j'ai revêtie. Donc, la casquette de policier était en dessous, et bien là, mais les revendications étaient faites au nom de la CFE-CGC, puisque je suis un membre à part entière. Il n'y a pas eu de débordement dans ces grèves, il n'y a pas de casse comme en France, on voit des black boss partout, qui pètent partout, qui mettent le feu partout. En Martinique, ça s'est passé plus ou moins calmement? En Martinique, ça s'est passé très très bien et je remercie le peuple martiniquais d'avoir compris que c'est pas le moment, c'est pas le lieu pour faire la guerre, c'est pas le moment de faire le combat. Et puis j'en ai discuté avec certains responsables de syndicats. Je les ai dit que vous voyez, si la police est dans la rue avec vous, c'est que en fin de compte, il y a quelque chose qui va très mal. Donc c'est pas la peine d'aller chercher la guerre, puisque je veux dire, les policiers sont touchés de plein fouet, ils sont avec vous. Donc, c'est pas avec eux qu'il faut mener la guerre. Oui, parce que vous êtes policier, mais vous êtes aussi travailleur et vous êtes concerné par cette réforme des retraites. Et est-ce qu'aujourd'hui, un policier part à la retraite à quel âge ou bien après combien d'années de service? Maintenant, nous sommes comme pratiquement tout le monde. Avant, on était à 55 ans, on partait. Après, on est passé à 57. Et après, on est passé à 59. Et là, maintenant, on est passé à 62. Et tout le monde, les autres citoyens, travailleurs du privé vont partir à 64 et nous à 62. Donc, ce qui fait que certains d'entre nous pourront y aller, mais d'autres non, parce que je prends la partie policière, puisque je dis la CFE-CGC, c'est tout un ensemble. Oui. Mais je prends un exemple. Toute l'année, je porte 10 kilos minimum sur le dos. Et quand on est en face c'est-à-dire l'armement, les gilets pare-balles, etc. Mais quand on passe en phase de défense ou d'attaque, eh bien, on a des casques de 5 kilos, on a des gilets pare-balles de 40, 30 kilos sur nous. Et supplémentaires, on a un pistolet mitrailleur, on a toutes sortes de trucs. On passe à 50 kilos facile, 60 kilos facile à porter constamment pendant toute une vacation de 8 heures. Donc, le dos, les reins, tout en plan. Et donc, certains qui ne seront pas dans ce genre d'unité ou n'auront pas été blessés souvent pourront aller un peu plus loin. Mais tous ceux-là, ils sont abîmés bien longtemps avant. Bien à 45 ans, ils sont déjà en grande souffrance. Donc, la pénibilité au travail n'a pas été prise en compte pour pas mal de métiers, puisqu'on les a supprimés. Si on l'avait inscrit et on l'avait mis dans les retraites, c'est qu'il y avait une raison. Et maintenant, on l'a enlevé. Il faudrait peut-être me prouver la raison que tout le monde va vivre 200 ans sans aucune maladie, sans aucune blessure. Mais ce n'est pas le cas. Donc, je trouve que cette réforme est injuste. Comment ça se passe, faire votre devoir de policier en étant martiniquais face à des Martiniquais? Je pense encore à la cour quelque chose, la Fort-de-France, le maire a demandé à ce que ce soit fermé, qu'on libère la place. Il y a eu tout un quartier, j'ai envie de dire, bouclé. Mais policier martiniquais face à des Martiniquais, ça doit être compliqué, votre tâche. C'est compliqué, mais vous savez, je prends l'exemple de Sainte-Lucie. Je prends l'exemple de Dominique. Je prends ces exemples-là. Ce sont des autochtones qui sont vraiment en place et donc qui doivent faire la police, qui doivent faire l'armée. Ouais. Et donc ça me gêne outre mesure. Parce que moi je dis, si vous avez la police en face de vous, c'est qu'il y a un problème. La police ne vient pas pour dire je vais casser une maison, je vais rentrer puis je vais faire ce que je veux. On n'est pas dans une dictature, on est dans une république, on est en liberté. Donc par exemple là, vous avez bien dit que c'est le maire qui a décidé de faire enlever les gens. Donc le maire normalement a essayé le premier jour à le faire enlever par ses forces, par ses propres moyens. Il n'est pas arrivé, donc il a demandé au préfet de l'aide. Et le préfet, normalement, c'est la loi de la République, a répondu et donc a fait évacuer. Mais on a évacué sans heurts, sans violence. Aucune violence a été faite aux Martiniquais. Et d'ailleurs, quand je parle avec des personnes qui sont des piquets de grève, je m'annonce, je vais seul.
Je vais les voir, je parle, je dis écoutez, on ne va pas faire la guerre martiniquais contre martiniquais. Il y a un truc qu'ils doivent savoir, c'est que, par exemple, le blocage, je ne suis pas pour le blocage, je suis contre le blocage, mais quand il doit être fait là où il doit être fait, il n'y a pas de problème. Mais si on demande d'aller faire enlever, il ne faut pas non plus aller en guerre et se bagarrer avec les gens, ça ne sert à rien, parce que vous allez vous bagarrer avec vos frères, votre famille, et en fin de compte, ça va être fait quand même. Donc c'est pas, je pense que c'est pas la guerre qu'il faut mener, c'est pas cette guerre-là qu'il faut mener. Et nous n'avons pas à nous bagarrer avec les Martiniquais et les Martiniquais avec nous. Donc il y a un boulot à faire, tout un chacun de savoir que nous sommes sous ordre et que le policier ne va pas venir déloger quelqu'un comme ça de ce plein groupe pour dire tiens, mais c'est pas appelé moi là qu'on sorti. À chaque fois qu'on intervient, c'est qu'on est sous couvert de la loi. On est sous couvert d'un officier de police judiciaire, on est sous couvert d'un chef hiérarchique, on est sous couvert du POC, on est sous couvert du préfet et du ministre, etc. Et puis nous avons toutes les épées sous la tête, puisque nous avons la police des polices qui va enquêter dessus, nous avons la justice qui va passer par là, nous avons la Cour européenne, nous avons le droit de l'homme, nous avons le représentant des droits, nous avons pas mal de personnes qui risquent de nous casser la tête. Donc, on fait le boulot comme il faut. C'est quand même un métier, je suppose, quand même à certains moments, c'est un métier extrêmement compliqué, parce que en tant que policier, puisque vous avez peur de faire ce qu'on appelle une bavure, parce qu'un policier qui se défend parce qu'il est face à une attaque, à un moment donné, c'est un homme, il a un sentiment de survie. Certaines personnes, la police des polices viendra, tout de suite, on va vous désarmer, on va dire, bon voilà, vous avez fait une bavure, et peut-être 20 ans, 30 ans de carrière, on fout le camp comme ça. Alors qu'en réalité, vous avez réagi pour sauver votre peau. Comment vous vivez ça avec la police des polices ? La police des polices, c'est une branche de la police. Hein. C'est une branche de la police que la plupart des policiers. C'est dur. Non, c'est une branche de la police que les policiers n'aiment pas. C'est comme le citoyen, il n'aime pas la police, il n'aime pas les gendarmes parce que on est là pour faire régner la loi. Mais la police des polices, ce sont des policiers qui sont officiers de police judiciaire comme moi-même. Je sais ce qu'il en est dedans. Ils peuvent pas outrepasser leurs droits parce qu'on est policier et tout plus sévère. Ils vont appliquer la loi. C'est vrai, certes, qu'on a une différence avec le citoyen. Quand un citoyen fait un délit, le policier que je suis va faire une enquête et puis va le présenter à la justice. Mais quand c'est la police, ce travail-là va être tellement fait, je veux dire, c'est même pas des charges, c'est à charge. Et donc, ce qui fait que ce policier-là, il sera emmerdé. Et il sera emmerdé par la justice, mais il sera emmerdé aussi par ses pairs. C'est-à-dire qu'il y aura un double jugement, un jugement au tribunal, un jugement en préfecture, en conseil de discipline, et c'est celle-là qui craint. C'est pas le jugement de la préfecture est craint plus par les policiers que le jugement de la justice. Pourquoi ? Parce que ce sont des policiers qui jugent et avec le préfet et ça pardonne pas. Ouais. Ça pardonne pas. Là c'est sévère et les sanctions tombent franchement, et donc voilà quoi. On voit dans les manifestations qui ont eu lieu à Paris ces derniers temps, les gens viennent avec des boules de pétanque, des choses quand même assez graves pour attaquer les policiers. Vous appelez ça des manifestants ? Ils ne sont pas venus pour manifester. Visiblement, ils sont venus pour faire la guerre, ils sont venus pour casser du flic, ils sont venus pour faire l'anarchie. En fin de compte, sur les manifs, vous avez des personnes qui sont honnêtes, qui viennent pour revendiquer quelque chose, qui viennent pour lutter pour quelque chose. Ces personnes-là sont dans leur bon droit, et c'est bien. Mais ceux qui gravitent autour, ou alors d'autres aussi qui les incitent à le faire, puis d'autres aussi qui sont contents qu'ils le fassent, ceux-là sont dans le même panier, ils sont dangereux, ils sont anti-républicains, parce qu'en faisant ça, on risque de faire tomber la République. Mais oui, parce que comment vous arrivez à distinguer celui qui est honnête, qui fait ça, et puis celui qui est venu casser du flic ? Mais c'est visible, hein, celui qui est honnête, il ne va pas envoyer un caillou sur un policier. Ouais. Ça c'est clair. Il va pas se mettre à casser les vitrines, ça c'est clair. Il va pas se mettre à taper les pompiers, taper les médecins. Il va pas faire ça. Et donc il va se tenir, il va faire son trajet, il va faire ses slogans, il va mener son truc. Tout est permis dans la manif, en parlant, en machin, en geste, voilà. Mais du moment qu'on part dans la violence, et que ce soit violence verbale ou violence physique, c'est la même violence. Hein, c'est une violence. Vous auriez recommencé aujourd'hui à être policier si vous devez Non, parce que à l'heure actuelle, on nous a enlevé tous les pouvoirs de policiers. On nous a rendu garde champêtre, on nous a rendu inertes. Et le policier, comme les profs d'ailleurs, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de ceux qui nous dirigent, mais ils ont décidé à un moment donné d'enlever, je veux dire, le pouvoir que le petit pouvoir que le policier avait, puisque maintenant
tout se passe, on interpelle, on met à disposition la justice, le lendemain c'est le même, le lendemain c'est encore le même, et on y va. Et ça continue, donc ça énerve un peu les policiers, mais bon, maintenant on commence à entrer dans les mœurs aussi, parce que c'est ça aussi, on commence à s'habituer à ce genre de truc, et c'est dangereux, parce que quand le policier va s'habituer à ce que tout le monde ne soit pas puni, ah ben lui il va dire pourquoi je vais aller interpeller, ça sert à quoi? Au risque de sa vie ou d'être blessé. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Maintenant, tu n'as plus le droit de faire certaines choses parce qu'on t'a sorti une note 89, que je vous dis le nom de 89, mais je ne veux pas adoucir les ondes, mais cette note 89, ça empêche le policier de travailler. C'est écrit noir sur blanc, on te dit de ne pas le faire. C'est tout. Et cette note-là, personne, tout le monde, notre syndicat est en train de demander d'enlever cette note-là. Ben non, et on vient mettre cette note-là, alors que dans la loi te dit de faire enrayer par tous les moyens qu'il faut le délit ou une contravention que la personne est en train d'effectuer. Il faut faire cesser ça, alors que cette note-là te dit de ne faire le contraire. Alors, par exemple, vous ne devez pas faire la chasse. Ah, vous êtes au courant? Mais oui, je crois un petit peu. Parce qu'en fait, pour ceux qui nous regardent, c'est-à-dire faire la chasse, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait un délit et qui s'enfuit en moto ou en voiture, on vous interdit de le poursuivre? Ouais, ça c'est la politique du lâche, la politique de la peur. Et parce que si on prend un véhicule en poursuite et puis ce véhicule sans plafonne, ou on plafonne notre véhicule en face, on va dire c'est le policier qui était derrière. C'est la faute du policier qui était derrière. Donc tout le monde, tout ce qui dirige le pays, oh là, il faut pas le faire. Sauf que le code pénal, le code procédure pénale me dit de le faire, de faire arrêter ça. Alors, le policier, la tête entre les taux, on pince des deux côtés, il fait quoi? Finalement, on fait ce qu'on nous demande par cette fameuse note et puis on fait rien. Voilà. Et le policier regarde faire et puis tout le monde dit mais pourquoi le policier part pas, le mec qui grille le feu, pourquoi le policier fait pas ça, pourquoi la moto passe ça, pourquoi... Non, parce qu'on nous dit de ne pas le faire. Et le policier, voilà, c'est ce que je disais, la différence entre une république, je dirais, molle et puis une dictature. Il y a une grande différence. La dictature, c'est on coupe vif, et puis on a entre-temps des républiques qui sont fermes, et puis de l'autre côté, on a des républiques qui sont molles. Eh bien, plus on donne aux citoyens le droit sur celui qui représente la loi ou qui empêche de passer à travers la loi, on vient à cette situation où le policier ne sert plus à rien. Alors, quand vous faites une arrestation, vous emmenez cette personne au poste, vous faites un constat, après le procureur dit ce qu'il dit, on amène cette personne au tribunal et comme vous avez dit tout à l'heure, le lendemain ou le surlendemain, il est à nouveau dans la rue. Vous avez quelque part l'impression que vous travaillez pour rien. Non seulement travailler pour rien, mais l'État, en sa généralité, profite de la police. C'est-à-dire, par exemple, nous, je ne suis pas gardien de prison. Je fais le boulot de gardien de prison. Quand vous avez des personnes qui sont gravement malades et qui sortent de prison, qui sont surveillées à l'hôpital, c'est les policiers qu'on désigne. Non, je ne suis pas gardien de prison. Et c'est un détenu qui est là, c'est pas un GAV. Je le fais. Et quand la personne est jugée... Le GAV, c'est quoi? C'est garde à vue. Garde à vue, d'accord. Et donc, ce qui fait que c'est une différence entre la personne qui est garde à vue, n'est pas allée à du corps encore, n'est pas en prison. Vous savez, c'est l'enquête. On le présente au juge, etc. Et là, c'est les jugés, il va à Ducos. Ou alors, s'il est en attente de jugement, on va l'envoyer là. Mais il est plus sur le statut de GAV, il passe un statut de détenu. Et même si c'est provisoire, mais c'est détenu. C'est pas notre rôle. Pourquoi on le fait? Donc, c'est facile de ne pas embaucher deux gardiens de prison et les former à porter les armes, et que de prendre les policiers qui sont déjà formés pour faire leur boulot à leur place. Non, les gardiens de prison sont d'accord avec nous. De reprendre leur boulot, c'est leur cœur de métier. Et de nous laisser dans notre cœur de métier. Non, ça arrange tout le monde, surtout la chancellerie qui ne va pas dépenser d'argent. Donc voilà, et ça c'est pas normal. Et en parlant de ça, les gardiens de prison sont dans la misère autant que nous, autant que les gendarmes aussi. Ils m'aiment pas les gendarmes, mais c'est pas grave. Mais je les défends quand même parce que eux ils sont aussi dans la même merde que nous. Ils ont les moyens aussi difficiles et si pénibles qu'on peut faire ce travail-là avec le peu de moyens et du matériel qui est obsolète et plus souvent en panne. Et les gardiens de prison, eux, ils ont besoin aussi qu'on puisse les reconnaître. Pourquoi ne pas avoir une unité justement pour faire ce genre de travail-là? Il suffit de les former à porter les armes, puisqu'ils ont les armes à l'intérieur dans les guérites. Donc c'est les mêmes personnes, on peut former une autre unité pour pouvoir être sur la voie publique armés quand ils sont hors du pénitentiaire. Et ça, c'est des tâches indues à la police. Et ça énerve les policiers à haut point. Ils ne veulent pas savoir. Et puis quand quelqu'un passe au tribunal et puis il n'est pas jugé, ou il est jugé, je ne sais pas, parce que ça fait la énième fois qu'on l'emmène et malgré ça, il n'est toujours pas du COS. Mais on ne se rend pas compte. En fin de compte, je dirais que les juges ne se rendent pas compte
qui répare pas les victimes en faisant ça. Au contraire, il continue à agacer les victimes et il continue à faire les victimes devenir plus violents maintenant à la riposte. Parce que ce qui est passé maintenant à une victime, il voit que la personne qui l'a blessé, qui l'a volé, etc., n'est pas punie, eh bien, à ce moment-là, il va se radicaliser dans sa défense. Mais donc, non seulement n'est pas puni, mais qui vient des fois devant la personne, chez le commerçant, pour l'apostropher, faire la fête avec lui. C'est-à-dire que non seulement cette personne se sent en fait très mal, je pense, pour ça. Oui, cette personne se sent, par exemple, quand on vole chez quelqu'un, on entre, on casse la porte. C'est un viol. Bien sûr. On va me dire, waouh, il emploie des mots, machin, etc. Et voilà. Mais c'est un viol. Quand on rentre dans une maison, la personne qui a été volée se sent violée dans son intimité. On a vu son intimité, on a visité sa maison sans permission, on a été où on voulait, on a fait ce qu'on voulait. Et donc, cette personne n'est pas réparée en ressort. Ou ça fait la 5e, 6e fois que cette personne se fait casser sa maison de différentes personnes, pas forcément le même, mais cette personne trouve qu'il n'y a pas de réparation et cette personne va se radicaliser en s'armant et pour se défendre. Et le jour qu'il va riposter, on va dire, monsieur, vous n'avez pas le droit de faire la justice vous-même. Mais à un moment donné, il faut que la justice se fasse à la place du citoyen. À quel moment on peut être en légitime défense? Quand on est quelqu'un en face qui est armé et qui menace. Là, on se retrouve en légitime défense. Quelqu'un est en face de soi avec une arme, en légitime défense. Si la personne n'est pas armée, on n'est pas en légitime défense. Et il faut que ce soit proportionnel aussi. La personne vient avec un stylo et puis il menace avec un stylo, on ne va pas le tuer avec une balle, bien que le stylo peut tuer. Mais c'est une arme par destination. Mais ceci étant dit, c'est disproportionné par rapport à... On peut encore se défendre autrement. Mais quelqu'un qui rentre chez vous la nuit, vous êtes réveillé en sursaut, vous n'êtes pas encore bien réveillé, vous prenez votre fusil, votre revolver pour vous défendre, cette personne va se retrouver en prison. Oui, parce que le problème, c'est qu'au tribunal, ils vont te dire que vous aurez pu vous enfuir, appeler la police ou faire ce que j'ai à faire, parce que est-ce qu'il était armé, est-ce qu'il vous a menacé? Oui, il est entré chez vous, il a pénétré, ok, d'accord, mais proportionnellement parlant, voilà. Et donc, se défendre de ce type-là, je ne vais pas conseiller quelqu'un de le faire, parce que cette personne aura de gros problèmes. Même s'il arrive à s'en sortir avec bon avocat, mais à mon avis, il aura quand même beaucoup de problèmes de prouver qu'il est en légitime défense de son bien et de soi-même. Mm-hmm. Mais l'État, la loi dit aussi que toute personne est habilitée à arrêter un malfrat, quelqu'un qui contrevient à la loi. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure là. Hein. La loi, le code pénal, le code de procédure pénale nous donnent des directives. Mm-hmm. Mais on a tellement de notes de service pour les policiers, tellement de directives ministérielles pour les juges, pour les POC, tellement de trucs qui interfèrent, qui passent à droite et à gauche entre les feuilles du code pénal, du code de procédure, qui fait que ça enrayne la machine. Et c'est pour ça aussi qu'il y a certains juges qui se permettent de faire beaucoup de jurisprudence, donc ils créent des lois par rapport à tout ce bordel qui a organisé autour de ces deux codes. Est-ce que les gendarmes sont mieux lotis que vous? Non. Je l'ai dit tout à l'heure là, ils sont dans la même merde que nous, ils sont pas mieux lotis. C'est vrai que, par exemple, hier soir, il y a eu 2 blessés par balle à Fort-de-France. Et donc, eux aussi, ils en ont. Et la plupart de ces gens-là sortent des villes hors Fort-de-France et Lamentin. Ils sortent de Saint-Esprit, du Diamant, de tout le reste de la Martinique qui défèrent la Fort-de-France et Lamentin. Mais ce sont des délinquants que eux ils côtoient aussi. Et les gendarmes ils sont très peu nombreux en nuit. Et les brigades qui sont dans les gendarmeries ils sont pas renforcées. C'est justement ça. J'avais demandé qu'on renforce ces gendarmeries, donc qu'on ouvre à nouveau le commissariat, enfin la gendarmerie de Saint-Esprit qui a été fermée par exemple. Mais on nous envoyait des mobiles pour aller faire des contraventions, pour emmerder le peuple. Mais c'est pas ce qu'on demande. On demande des gendarmes pour aller porter aide et assistance et arrêter les bandits. Mais les contrôles routiers, vous pensez que les bandits n'ont pas le portable et puis ils savent qu'on se trouve en train de faire un contrôle routier, ils vont passer dans le contrôle. Pendant ce temps-là, on a une grosse force de police en endroit et puis tout le reste du territoire est libre pour les délinquants. Mais je sais pas, c'est une façon de penser qui me plaît pas. Qui est initié par qui? Par le procureur, par le préfet? Non, c'est ceux qui dirigent. Moi, je ne cherche même pas à savoir qui c'est qui initie. Nous, on ne demande pas notre avis. Il y a un préfet à la sécurité qui est passé ici. C'est ça? Je vous avais dit ici dans une émission que le jour qu'il est arrivé, je vous ai dit que je suis dans le jour qu'il est déjà parti. Parce que pour moi, il est déjà parti. J'avais dit que son truc ne me servira à rien. Et donc, il ne servira à rien aux forces de l'ordre, il ne servira à rien aux forces de sécurité. Il va faire son truc avec ses politiques. Monsieur Ajar m'a contacté plusieurs fois et a demandé... C'est le nouveau député de Fort-de-France. Oui, il a demandé à cette personne de recevoir les syndicats pour savoir comment ça se passe. Ce monsieur ne nous a jamais contactés.
Donc vous pensez bien que ces gens-là n'ont rien à faire de la sécurité même, c'est de la politique qu'ils sont venus faire, c'est tout. Ça n'intéresse pas l'agent de sécurité qui est là, eh ben, son avis ne compte pas. Et pour terminer cet entretien très riche, lorsqu'on parle des grèves, à votre avis, est-ce qu'il y a un autre moyen plus intéressant, plus percutant que de faire des barrages partout? Généralement, ce sont des ouvriers, ce sont des Martiniquais qui vont travailler pour gagner leur vie, qui ne peuvent pas fonctionner normalement. Est-ce qu'il y a des moyens plus percutants? Moi, je suis un membre de la CFE-CGC et je le revendique haut et fort. J'ai pris la parole à la maison du syndicat et j'ai dit que les barrages, je ne suis pas pour les barrages, je ne suis pas pour les blocages, parce que déjà dans le code pénal, c'est interdit. Mais le problème qui se pose, c'est qu'à un moment donné, lorsque l'État ne comprend pas, il faut agir. Mais lorsqu'on va barrer une zone, on va barrer la route à qui ? On va barrer la route à ceux qui demandent justement d'arrêter cette réforme. C'est les travailleurs, ce sont les employeurs. Ouais. L'employeur n'a rien à voir dans cette affaire de retraite. C'est pas lui qui a fait la loi, c'est pas lui qui va imposer la loi. Donc ce qui fait que faire des barrages dans les zones, c'est pas mon truc. Et je trouve que c'est pas de la même façon que la loi est injuste. Je trouve qu'on se met nous-mêmes en injustice avec le peuple, parce que le peuple demande justement de stopper cette réforme, mais de ne pas stopper le peuple. Parce que quand on va barrer la Sahara, par exemple, vous pensez bien que et ce sont les citoyens qui vont partir, c'est les mêmes personnes qui demandent justement qu'on puisse enlever cette loi qui vont manger, parce que le préfet il a un pouvoir en main. Hein. Il va réquisitionner les camions, il réquisitionne celui qui fait l'essence, et puis tu vas obéir. Et puis ils vont remplir les cuves qu'ils veulent. Il faut savoir une chose, c'est que toutes les gendarmeries, par exemple, ont une cuve. Et on a chaque station essence a un minimum à respecter à ne pas donner. En cas de pénurie, en cas de machin. Donc, ce qui veut dire qu'on va réquisitionner ces stations et tous les véhicules de police, de pompiers, etc., ont de l'essence. Qui c'est qui va en pâtir ? C'est le citoyen. Donc, sur une réforme comme celle-là, c'est pas encore le citoyen qui doit payer. C'est pour cela que j'avais dit, au nom de la CFE-CGC, que s'il y avait quelque chose à faire, si vous voulez bloquer quelque chose, il faut bloquer les endroits de la finance. Il faut bloquer, c'est ça qu'il faut faire mal là. C'est vrai que le citoyen va en partir, va souffrir un peu, mais même peut-être beaucoup, puisque l'argent de le GAB quand on n'a pas, ça va énerver le citoyen. Mais qui c'est qui va manger plus ? Parce que pendant ce temps-là, on continue à travailler. Pendant ce temps-là, notre pays est viré. Pendant ce temps-là, on peut aller où on veut, vaquer où on veut, tranquillement. Et le citoyen qui réclame là n'est pas gêné. Ben, par contre, les deux instances de trésor public et pilier d'hommes sont emmerdés parce que les agents de techniques qui sont à l'intérieur ne pourront pas avoir accès aux ordinateurs pour pouvoir faire ce qu'il faut faire, les gros virements surtout, parce que les petits virements pour nous, on va souffrir aussi, que je dis, mais les autres, les grosses entreprises, tout ce que l'État, l'argent de l'État, par exemple les impôts, si le prélèvement n'est pas fait sous 2 mois, ben l'État se retrouvera à dire, ben voilà, il y a un petit problème, on va discuter. Et puis je trouve cette réforme injuste. Et c'est pour cela que le syndicat Alliance et tous les autres syndicats d'ailleurs sont descendus dans la rue. Et nous personnellement, malheureusement pour certains, je suis le porte-parole de la CFE-CGC, mais je fais partie de la police. Mais en tant que porte-parole de la CFE-CGC, je trouve, et la CFE-CGC trouve que cette réforme est injuste. Pourquoi ? Parce que premièrement, on nous a couillonnés sous le nombre de personnes qui va toucher 1 200 € par mois. D'accord ? Donc, il y aura beaucoup de personnes qui vont toucher 1 200 € par mois, mais c'est déjà par leur salaire déjà à la base. Mais ce qu'on a décidé de dire, on va faire un minimum vieillesse pour qu'ils puissent toucher à la retraite, c'est très peu. À un petit calcul près, ça fait 15 000 personnes sous la France sur une année. Alors qu'il y a 650 000 à 660 000 personnes qui partent chaque année en retraite. Donc vous voyez que c'est nous mentir, nous dire ça. Et puis sur les pénibilités du travailleur, vous savez en Martinique comme en métropole, vous avez beaucoup de travailleurs qui sont en pénibilité et qui sont dans des trucs dangereux. Les personnes qui sont à la Sahara, qui manipulent les produits chimiques, ils manipulent, d'accord, mais ça rentre dans le corps. Ça rentre dans le corps. Et je prends cet exemple, les éboueurs, ça rentre aussi. Ils se réveillent à 4 heures du matin, ils ont pas de sommeil, ils n'ont pas un rythme de vie, etc., etc. Et si j'en passe. Mais cette réforme-là est injuste parce qu'on n'a pas pensé autrement. Et puis, quid 15 milliards d'euros par an 15 milliards d'euros par an
Je pense que l'État français dépense plus que ça quand il faut faire la solidarité à droite à gauche. Hein. Donc commençons à faire la solidarité en interne, chez nous, en France, et puis pour notre peuple, et puis après on va voir. Et puis là aussi, je demande à voir aussi le déficit. Hein. Je demande à voir vraiment le déficit de cette cadre. Et puis il y a beaucoup de luttes à mener. Il y a des luttes contre tous ceux qui touchent indûment une retraite qui n'ont pas le droit. Parce qu'il y a des personnes qui sont en France, qui n'ont pas le droit à la retraite en France, comme la Sécu, comme la CAF, etc. Donc si déjà on met les fonctionnaires qu'il faut, là où il faut, pour faire cette répression-là, pour pouvoir endiguer cette sortie d'argent inutile, déjà on aura gagné un petit combat et puis on empêchera justement qu'on puisse souffrir. Merci beaucoup, Louisier Berthier. Je rappelle que vous êtes le conseiller technique et le porte-parole de la CGC. Et vous êtes policier syndicaliste aussi. Votre syndicat policier, c'est Alliance Police Nationale. Alliance Police Nationale. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Et bon courage pour votre travail. Je vous remercie et puis je dis au peuple martiniquais que nous sommes toujours là, hein, puisque je viens sur les manifestations à la maison de syndicat au nom de la CFE-CGC, mais nous serons toujours là avec eux parce que les temps sont durs et puis il faut vraiment que cette réforme ne puisse pas passer. J'espère que légalement, le Conseil constitutionnel et tout ce que les syndicats vont saisir, ça va faire et réfléchir et revenir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire une réforme, mais pas celle-là. Pas celle-là. Merci beaucoup. Merci à vous chez vous de nous avoir suivis. Merci Manuela pour la réalisation.